Salut, vous écoutez Femmes Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite parler avec vous. Oui, tout simplement parler, raconter, transmettre. En compagnie de mon invitée Paola Ouedraogo, nous discuterons littérature et transmission afin d'interroger la place de la narration au sein de nos sociétés insulaires, mais également au sein de nos communautés de femmes. Puisque je cite, la littérature se trouve investie d'une mission ambitieuse, celle de transmettre les existences humaines, d'en penser les blessures, sans pour autant les édulcorer. Bonjour Paola, ça va? Mais écoute, ça va, hein, très contente de pouvoir être avec toi aujourd'hui pour discuter de littérature, de transmission, de pas mal de choses en fait qui me préoccupent au quotidien. Et merci de l'invitation, ça me Très réchauffe un peu plaisir. le cœur en ces mois neigeux parce J'imagine. que au Canada il fait très froid en ce moment, voilà. Et j'ai bien hâte de voir où la discussion va nous mener. De toutes les façons, le plaisir est pour moi. J'avais vraiment hâte de t'avoir, étant donné que je connais ton travail, je connais tes recherches. Donc j'avais vraiment hâte de t'avoir avec toi, avec moi, de t'avoir avec moi, ça commence bien, pour en discuter. Alors, la citation que je viens tout juste de citer, elle est de toi, Paola, plus exactement de ton mémoire, qui va paraître cet automne, intitulée, je cite, « Ces femmes qui se racontent, dialogue intergénérationnel et filiation dans Mes quatre femmes de Gisèle Pineau et le clan des femmes d'Emily Bloom. » Pour être honnête, ce passage m'a beaucoup touchée et est en relation directe avec certaines de mes recherches, notamment sur les esprits comme allégorie de nos traumatismes. C'est d'ailleurs une recherche que j'ai pu mener et j'ai publié un petit article sur la page Instagram de Femmes Kachayeko. Petite pub au passage. La citation précise que je viens de citer m'a beaucoup inspirée, il m'a inspiré cet épisode et il était nécessaire de t'avoir pour en discuter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir, dis-moi Paola, qui es-tu ? Mais écoute, déjà merci de m'avoir lu. Quand on écrit un mémoire, on pense rarement qu'il sera lu. Donc c'est déjà touchant. Puis je suis bien contente que mes propos, entre guillemets, aient pu te toucher et t'aient parlé personnellement. Pour la petite histoire, vraiment parce que c'est quand même pertinent par rapport au choix de mon sujet d'étude, donc je suis d'origine burkinabé, allemande et française. Je suis née en Martinique et j'ai grandi en Guadeloupe. Donc en fait, toute mon enfance et ma vie d'adolescence, je les ai passées en Guadeloupe avant de venir m'installer à Montréal. Ça fait presque 7 ans que je suis là maintenant, déjà. J'ai fait un baccalauréat ici, donc une licence, l'équivalent d'une licence française, une maîtrise, soit un master. Et là, je suis maintenant au doctorat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Et ma spécialisation, donc, c'est les littératures des femmes, littérature féministe, postcoloniale, d'Afrique, des Antilles. Et en fait, depuis quelques années, je me suis en quelque sorte donné pour mission de promouvoir les cultures et littératures issues des deux aires géographiques auxquelles j'appartiens, donc soit les Antilles en fait et l'Afrique. Et c'est pas mal ce à quoi je m'attelle dans mes cours, dans mes recherches, dans mes projets. D'ailleurs, c'est à moi de faire un peu de pub maintenant, mais j'ai cofondé avec plusieurs autres personnes absolument géniales. D'ailleurs, allô, si vous m'écoutez. Bref, donc une maison d'édition féministe, intersectionnelle et queer par et pour les femmes racisées et personnes minorisées dans le genre. La maison s'appelle Diverses Syllabes. Donc les personnes qui écoutent, si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et ou à faire circuler la campagne de sociofinancement en cours. Et c'est une maison basée à Montréal en fait qui se donne pour mandat de publier en priorité des œuvres de personnes issues des minorités pour combler un vide institutionnel et des discriminations sociopolitiques. Donc finalement, je pense que c'est aussi un petit peu l'objectif que je poursuis dans mes recherches, soit d'étudier et de mettre de l'avant des voix minoritaires, mais surtout minorisées en fait. Qui ont pourtant qui ont tellement de richesse finalement. Et c'est ça, donc pour synthétiser dans mon mémoire. Non, mais ne t'en fais pas, en fait, ça fait directement partie du thème, puisqu'on est dans la transmission, dans la narration, la littérature. Et finalement, ce que je fais, par exemple, avec le podcast, c'est ce que tu fais notamment avec la maison d'édition, qui est un très beau projet, par ailleurs. Donc, j'invite également mes auditeurs et mes auditrices, on va plutôt dire mes auditrices avant les auditeurs, de se rendre, en fait, sur la page Instagram
qui est divers syllabes, tout simplement. Oui, c'est ça. Il y a aussi une page Facebook. On a un Twitter aussi. C'est @des syllabes. Et c'est ça. On est quand même assez actifs sur les réseaux. Donc c'est bon. En tout cas, on participe à pas mal de projets. Donc c'est quand même c'est une maison d'édition, mais il y a comme tout un ensemble de projets autour. Finalement, dans mon mémoire duquel on va parler aujourd'hui, je me suis intéressée à la manière dont les femmes mises en scène par Gisèle Pineau, qui est une écrivaine guadeloupéenne que je pense la plupart des gens qui écouteront connaissent, et Emily Boom, qui est une autrice camerounaise qui est elle beaucoup moins connue. Enfin, parmi les autrices africaines, si on veut, elle n'est pas très connue, mais donc j'imagine qu'aux Antilles encore moins. Et donc à la manière dont les femmes de leurs romans transmettent des histoires individuelles et collectives à un triple niveau, si on peut dire. Donc elles se racontent, c'est-à-dire leur existence, leur vie de femme noire. Elles racontent leur communauté familiale et élargie, et elles racontent aussi l'histoire collective dans laquelle elles se trouvent empêtrées. Je cite un des théoriciens que j'ai utilisé. Et dans ma thèse, par contre, je vais me focaliser davantage sur les réécritures de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, encore une fois par des autrices antillaises et africaines, donc des réécritures qui s'exercent encore une fois d'un point de vue de femme, souvent sur des femmes finalement, et qui veulent inscrire une vision contre-hégémonique dans le discours littéraire et historique en général, en documentant des vécus laissés pour compte. Donc finalement, ton mémoire, ou du moins tout ton domaine de recherche, puisqu'en fait, tu es quand même passé de la licence à la maîtrise pour finalement continuer sur la thèse et même le continuer avec une maison d'édition. Donc en fait, ton domaine de recherche est vraiment situé sur les femmes, la littérature, j'ai envie de dire l'émancipation littéraire féminine et féminin. J'ai envie de dire dans notre contexte guadeloupéen, même si on a énormément d'autrices, elles ne sont pas accessibles puisqu'en fait ce ne sont pas les auteurs qu'on étudie, les autrices que l'on étudie avant tout. Bien sûr, on est tous passés par Gisèle Pineau à l'école primaire, par Marie Scondé aussi, mais c'est un peu triste, mais l'éducation française ne met pas en avant ces autrices qui sont véritablement extraordinaires et qui narrent des histoires de femmes. Peut-être que je vais être un peu redondante, étant donné que tu as déjà posé, ou du moins tu as expliqué un petit peu d'où vient ton inspiration. Mais je voudrais savoir en fait qu'est-ce qui a inspiré le sujet de ton mémoire, pourquoi particulièrement la transmission intergénérationnelle. Mais écoute, par rapport à ce que tu disais justement, c'est un constat que j'ai fait quand je suis arrivée à Montréal en fait, et que je me suis retrouvée dans un cours avec celui qui est maintenant mon directeur de recherche, Isaac Bazier. Et dans ce cours, à Montréal, j'ai étudié des auteurs martiniquais, guadeloupéens, que je n'avais pas l'impression d'avoir étudié quand j'étais en Guadeloupe. Parce que, comme tu le dis, voilà, le système éducatif est basé sur le système français. Et donc, le programme de français à l'école est basé sur le programme de l'Hexagone. Donc, en passant, oui, on a toutes étudié peut-être un livre de Gisèle Pineau, un livre de Marie Scondé, un petit peu d'Aimé Césaire, mais ça reste quand même assez mineur, alors que c'est un héritage qui est tellement reconnu à l'international. C'est-à-dire que ces airs glissants, confiants, chamoiseaux, tous ces grands hommes de la littérature antillaise sont absolument centraux dans énormément de théories, sont extrêmement étudiés, et nous, on ne les étudie pas en Guadeloupe, en Martinique, enfin, pas assez en tout cas, et donc c'est encore pire pour les femmes, finalement. On connaît Marie Scondé, on connaît éventuellement Gisèle Pineau, mais on va pas plus loin que ça. Donc c'est ça finalement dans ce cours que j'avais eu, j'ai eu comme un déclic, et à partir de là j'ai commencé à lire beaucoup de ces corpus-là, et j'ai réalisé qu'il y avait certains thèmes qui étaient assez centraux finalement. Donc le rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui revient énormément. Histoire qui, on peut s'en douter, va souvent être celle de l'esclavage, de la colonisation, mais aussi les luttes d'indépendance pour les corpus africains, finalement même aux Antilles. Mais c'est vrai que c'est un trope qui revient beaucoup dans les œuvres africaines. Puis aussi les grands événements du XXe siècle. Donc voilà, le rapport à l'histoire, le rapport à la culture, aux traditions, la transmission orale, les questions des enjeux de dynamique de pouvoir,
rapport à la terre, etc. Donc, je schématise énormément, là, c'est pas pour dire qu'il y a que ça, mais c'est des thèmes qui reviennent. Puis plus tu lis, plus tu te rends compte que, il y a des choses à faire, là, entre Afrique, Antilles, ça se parle. Il y a un dialogue qui est là sans qu'on peut-être le sache. Et c'est devenu un peu une évidence pour moi de faire une comparaison entre l'Afrique et les Antilles. Puis pour le sujet précisément de la transmission, dans ce cours-là justement, j'ai lu Tu t'appelleras Tanga de l'autrice camerounaise Calix Beyala. Et donc c'est un livre en fait qui raconte l'histoire d'une jeune femme noire du nom de Tanga qui se retrouve emprisonnée dans la même cellule qu'une femme blanche qui s'appelle Anna Claude. Et en fait, voyant que sa consoeur est sur le point de mourir, Anna Claude ressent la nécessité, le besoin viscéral de raconter l'histoire de Tanga. Tanga qui finalement est face à elle, qui ne lui ressemble en rien, qui n'a pas le même vécu, et en fait elle veut récupérer cette histoire pour que cette histoire continue d'exister par-delà la mort. Donc afin de, je cite le texte, tuer le vide du silence, Anna Claude intime Tanga en fait de lui raconter son histoire. Et là Tanga saisit le bras d'Anna Claude et elle lui dit: désormais tu auras 17 saisons, tu seras noire, tu t'appelleras Tanga. Et elle lui raconte tout. Ouais, c'est très fort ça. C'est vraiment fort et ça, en fait la lecture m'a bouleversée parce que déjà c'est un roman qui est dur à lire là, c'est pas justement une histoire qui est toute belle toute rose, au contraire, et c'est justement en fait de voir la solidarité féminine à l'œuvre en fait dans ses œuvres, le besoin viscéral de raconter et d'écouter aussi d'écouter une autre femme raconter son histoire. Ouais. Et en fait, toute la complicité qui s'instaure entre ces deux figures apparemment opposées, ça m'a vraiment, je sais pas, ça a créé quelque chose en moi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vouloir explorer des œuvres avec des configurations narratives un peu similaires. Donc, finalement, des œuvres où les femmes se racontent elles-mêmes, entre elles, sans le regard surplombant de la masculinité, de la société qui pour la plupart, les a brisées, en fait. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au caractère intergénérationnel de la transmission qui va s'instaurer entre plusieurs femmes d'une même famille, de générations différentes. Et ça pose aussi la question de la filiation qui est centrale dans ces configurations narratives-là. Et donc c'est ça, j'ai commencé à regarder un peu des œuvres qui se focalisent sur la manière dont la parole va circuler d'une femme à l'autre pour permettre la narration de soi, donc de son histoire, mais aussi la narration des autres finalement. Et c'est aussi pour cela que finalement, puisque en fait, je pense que beaucoup de personnes ont lu Gisèle Pineau et notamment Mes 4 femmes, qui est véritablement une œuvre assez... quelque part, j'ai envie de dire qu'elle est aussi dure, puisque on lit des histoires de femmes, 4 femmes qui essayent aussi de communiquer. Et quand on lit le passage concernant Julia, il y a vraiment ce côté où tout le monde s'interroge, la regarde faire, la regarde creuser, essayer de raviver une branche qu'elle traîne avec elle, puisqu'elles sont dans cette dimension un petit peu irréaliste et fantastique et fantasmagorique. Mais c'est assez étrange parce qu'on a l'impression qu'aussi même le ton de l'affiliation, de la transmission peut être difficile. Et quand tu as pris le passage justement de Tanga qui touche le bras, il y a en même temps que l'oral, il y a aussi la physicalité qui vient, puisque toucher quelqu'un, finalement, c'est véritablement créer une connexion. Et en même temps de dire tu vas m'écouter et je vais t'écouter. Et tu vas parler, je vais entendre ce que tu vas dire en fait. Et même pas de écouter, mais véritablement je vais entendre. Je vais entendre et finalement je vais écouter. Il y a quelque chose de très physique. Alors je sais pas, je suppose que tu vas m'en dire un petit peu plus, mais je sais que Mes 4 femmes justement, vu que c'est dit dans ton mémoire, tu t'as pris ces œuvres, mais pourquoi du coup? Mais en fait, par rapport à la physicalité, justement, il y a quelque chose dont tu t'appelleras Tanga, et c'est d'une manière générale dans les écritures, ce qu'on appelle les écritures de l'enfermement, notamment, c'est la condition physique, la situation physique qui détermine la prise de parole. C'est le fait que Anna Claude et Tanga se retrouvent enfermés dans une cellule sans pouvoir sortir qui déclenche la prise de parole. Également le fait qu'elles se retrouvent entre femmes, parce que si elles s'étaient retrouvées avec un homme, potentiellement que ça se serait pas passé de cette manière-là. Donc il y a vraiment cette préséance du physique, justement, le fait que voilà, les femmes soient enfermées quelque part,
et c'est cette condition-là qui déclenche la prise de parole. C'est comme une nécessité de parler et de se raconter. Et c'est ça qui se passe dans l'œuvre de Pinault, parce que les femmes sont enfermées dans une geôle qu'elle appelle d'ailleurs la geôle de la mémoire. Donc c'est quand même assez parlant. Et si elles n'étaient pas enfermées dans cet espace-là, dans lequel en fait les a placées la comment dire, l'autrice ou du moins la narratrice, en tout cas on va pas rentrer dans les technicalités, mais c'est ça. Donc cet espace fictif là qui rassemble mortes et vivantes d'ailleurs, parce que ce sont des personnages qui sont pas tous vivants à la base, et donc elle ressuscite les morts finalement, elle ressuscite aussi les esclaves à un moment donné qui apparaissent dans la geôle, donc c'est extrêmement fort là, et c'est justement le lieu physique qui déclenche ces prises de parole là, et il y a comme toute une configuration qui est nécessaire pour cette prise de parole-là. Comme tu l'as dit, quand Julia parle, Julia, c'est vraiment la figure de la conteuse, et dans cette œuvre-là, et dans d'autres œuvres de Pinault, puisque c'est la figure de la grand-mère, donc c'est pas anodin non plus. Et donc, elle se rassemble autour de Julia pour l'écouter parler. Il y a une mise une mise en situation, en fait, de la parole qui s'énonce, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est ça, comme tu le disais, c'est une œuvre qui est forte. Enfin, moi, quand j'ai lu mes quatre femmes, honnêtement, j'ai jamais ressenti ça. Même avec Tu t'appelleras Tanga, là, il y a des œuvres qui nous marquent comme ça, mais j'ai lu ce texte et tout était là. Ça allait parfait. Enfin, ça cochait toutes les cases en fait. Donc des femmes réunies dans un espace fictif. D'une même famille, qui est en plus celle de Pinault aussi, donc il y a un rapport semi-autobiographique, on va nuancer, mais il y a quand même des éléments en partie biographiques, qui sont réunis dans une geôle, enfermés, forcés par le dispositif narratif à raconter leur vie, et qui transmettent à la fois leur vécu, mais aussi les récits traditionnels et l'histoire de leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. C'est le rapport à l'histoire qui est omniprésent, en tout cas dans ce texte et dans beaucoup d'autres, mais dans ce texte-là, il est central. Et puis bon, la plume de Gisèle Pineau, qui je m'en remets jamais. Hein, à chaque fois que je réouvre le livre, je retombe amoureuse de ce livre. Donc voilà. Et Emily Boom, c'est une autrice que je connaissais pas du tout, que mon directeur m'a suggéré. J'ai pris un peu de temps à l'écouter et à aller lire l'œuvre qu'il m'avait conseillée. Et finalement, j'en ai choisi une autre pour mon mémoire, donc Le Clan des femmes. Et encore une fois, voilà, révélation. La comparaison avec Pinault m'a semblé évidente. Donc, dans ce roman-là, il n'y a pas une geôle de la mémoire qui réunit plusieurs femmes de la même famille, mais il y a un dialogue direct, qui est métafictionnel entre une femme qui est l'alter ego fictif de l'écrivaine et sa grand-mère. Et en fait, le personnage de la petite fille se charge de relier l'histoire de sa grand-mère. Donc, c'est encore une fois, voilà, la centralité de la grand-mère, le rapport aux aînés, aux femmes d'une même famille, d'une même communauté. Puis c'est un rapport qui est central dans le geste d'écriture, mais aussi dans l'univers fictionnel, puisque c'est ce qui va régir en fait les modalités de la circulation de la parole entre les femmes. Donc deux œuvres que je conseille à tout le monde parce que vraiment c'est des belles lectures. Et je vais justement rebondir. Alors, il y a quelque chose qui était très intéressant dans ton choix des mots, étant donné que ce soit pour l'histoire de Tanga ou que ce soit dans Mes quatre femmes, tu as utilisé en fait, parce que l'un finalement est quelque chose de physique, donc elle est enfermée, Tanga, physiquement dans une prison, et puis il y a la geôle de mémorielle de Gisèle Pineau. Et c'est intéressant parce que quand tu as dit ce sont des femmes que la narration a forcé à se raconter, et quelque part c'est intéressant de voir et d'entendre, puisqu'en effet lorsque on pense à la narration, ou que ce soit des histoires de femmes, des histoires racontées par des femmes, très souvent il faut qu'il y ait un déclic très négatif pour que les femmes se racontent. Et ça, je réagis parce que finalement que ce soit les autrices, encore une fois, le fait qu'il y en ait plein, mais qu'on n'en ait pas connaissance, ou qu'elles ne nous soient pas accessibles au vu de l'éducation, etc. Mais il en vient toujours que le sujet femme, entre guillemets, c'est-à-dire le grand F, n'est pas forcément un sujet d'études littéraires. C'est pas non plus un sujet d'études, c'est pas un sujet qui soit intéressant. Et finalement, quand les femmes se racontent, c'est toujours pour allier l'histoire à du négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, en fait, finalement, que ce soit là, puisqu'on en parle, on est avec Tanga qui finalement ne veut pas faire
ne veut pas que son histoire personnelle meure, puisqu'elle va finalement mourir dans cette geôle. Il y a Julia, il y a Gisèle qui se racontent, parce que en fait j'ai beaucoup été pas déprimée, mais c'était vraiment dur de lire le côté de Julia. C'était vraiment dur. Et finalement, on voit qu'elle s'ouvre petit à petit, mais non pas parce qu'elle le veut, mais parce que finalement, il faut transmettre pour éviter que. Et il y a toujours un petit peu ce côté du négatif, mais pas que. Par exemple, quand je pense à Tituba, moi Tituba la sorcière de Maryse Condé, c'est d'ailleurs un livre que j'ai véritablement adoré. Finalement, j'ai l'impression que Tituba incarne directement la transmission. Elle est la personnification de la transmission au sens même du terme. C'est-à-dire que elle arrive, elle est tout à fait présente et consciente de son rôle, de sa mission de transmission. Elle sait qui elle est, elle sait qu'est-ce qu'elle doit transmettre. Et il y a vraiment quelque chose qui revient. Que ce soit en fait malheureusement dans nos choix des mots, se forcer à se raconter, que ce soit dans cette geôle, qu'il y ait en effet, comme tu as dit, de l'écrit de l'enfermement, qu'elle soit face au mur, et que ce mur en fait leur donne à réfléchir. Et je rebondis à nouveau sur un passage justement où tu parlais de la troisième vague, dans la troisième vague générationnelle dans ton mémoire, sur en fait la littérature. Comment la littérature finalement en Afrique et aux Antilles suit plusieurs vagues générationnelles, et que finalement dans la troisième, c'est là où on revoit beaucoup plus de femmes. Non pas qu'elles apparaissent, mais finalement on les découvre. Il y a une véritable place pour elles, et finalement être autrice et même mettre en place un sujet autour de la femme est intéressant. On peut raconter, elles peuvent se raconter, et je trouve ça triste qu'elles apparaissent, ou du moins qu'on les découvre dans les années 70, puisqu'on sait qu'il y avait même des autrices guadeloupéennes et martiniquaises dans les années 20 qui étaient publiées, mais qui, je ne me rappelle plus du nom de cette autrice, qui avait écrit La Mulâtresse, je sais plus quoi, dans les années 20, et s'est attiré les foudres, justement de... et voilà, rien que... Bon, en tout cas. Voilà, exactement l'image de... Et je retrouverai, puisque c'est très intéressant, mais elle s'est attirée les foudres, je crois, de Frantz Fanon, et du coup, qui l'a enterré sec. Oui, Mayotte Capétia. Voilà, tout à fait. Et par exemple, c'est une autrice que j'ai découvert au cours de mes recherches, que j'ai pu relire avec toi. Mais c'était très intéressant de voir à quel point, en fait, la narration, le point de vue féminin est finalement devenu intéressant, puisque les femmes se sont racontées, non pas par... Je sais pas, peut-être par que nécessité. Oui, voilà, j'ai envie de dire par nécessité. Écoute, c'est justement ça. C'est dans mes cas de femmes, c'est quelque chose qu'on voit. Les personnages qui sont dans la geôle ne sont pas heureuses d'être là. Oui. Elles ont été délogées de quelque part de leur repos mortuaire pour la plupart. Par l'instance narratrice, par cette supranarratrice qui décide qu'elle va les récupérer, les placer dans un endroit, et presque les forcer à se raconter, pas les forcer à se raconter, mais en tout cas les forcer à être dans cet endroit-là qui ne présente aucune distraction. Et donc c'est le moment où voilà, ce besoin viscéral de se raconter arrive. Et par exemple, le personnage de Gisèle, moi, c'est l'histoire qui m'a le plus émue, et en même temps parlé aussi, parce que voilà, ce personnage de jeune femme qui s'est laissée mourir de chagrin suite à la mort de son mari, et qui donne lieu à carrément une légende qui court les rues, la légende de la femme emportée par le chagrin. Donc je trouve ça extrêmement fort, encore une fois. Et donc il y a des passages où les personnages disent que voilà, elles se sont retrouvées dans cette geôle de malheur, qu'elles ont été autorisées à ramener un effet personnel. Oui. Donc c'est ça, il y a cette contrainte est présente. Et d'un autre côté,
donc, les femmes sont contraintes à se retrouver dans cet endroit-là, mais l'acte de narration, il finit par venir naturellement. Il y a aussi, il vient justement de cette configuration narrative où elles se retrouvent toutes ensemble et du fait qu'elles vont forcément dialoguer à un moment donné. Et donc, les unes les autres vont s'inciter à se raconter des portions de leur vie. Gisèle, qui est décédée dans la fleur de l'âge, se retrouve avec sa sœur Daisy. Et sa sœur Daisy n'a jamais fait sa paix avec la mort de sa sœur, en fait. Et elle lui exige des réponses. Elle lui dit pourquoi tu t'es laissé mourir de chagrin? Raconte-moi pourquoi. Et ainsi de suite. Donc c'est le moment où les conflits générationnels s'apaisent un petit peu. Et en fait, la contrainte ou la nécessité dont on parlait de raconter, comment je l'ai pensé dans le mémoire, c'est avec le caractère pré-narratif des histoires. Donc c'est des termes que je reprends à Paul Ricoeur, hein, qui a été un des auteurs qui m'a aidé en fait à penser mon sujet que j'ai lu dans un cours, puis ça m'a parlé tout de suite. William Schaap aussi, qui est un phénoménologue, qui parle de l'être empêtré dans les histoires. Et donc son hypothèse, c'est que nous sommes tous et toutes empêtrés dans des histoires qui sont nos histoires, mais aussi les histoires des autres. Et en fait, ces histoires sont comme des phénomènes latents qui attendent d'être mis en récit. Et relié à la question de Ricoeur qui parle d'incoativité narrative, narrativité incoative, pardon. Donc c'est ces narrations en latence, c'est ces phénomènes historiques qui attendent d'être articulés par une mise en récit. Ouais. Donc tu vois, il y a cette c'est beau ça. Hein, le fait que oui, et vraiment je trouve ça magnifique. Mais je te jure, j'ai lu ça puis je me suis dit mais c'est pas possible. Et on retrouve de ça dans les deux œuvres. Les femmes disent à plusieurs moments que elles connaissent déjà leur histoire, ou que par exemple, l'histoire de Gisèle est déjà écrite. Il n'y a plus qu'à la raconter. Chez Emily Boom, c'est voilà, j'avais l'impression toute ma vie que cette histoire-là était là, puis qu'elle attendait d'être racontée. Donc c'est voilà, cette histoire qui est là, qui attend le moment propice à être racontée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans ces littératures de femmes. Notamment, pas que, mais parce que justement il y a une réduction au silence pendant des décennies. Oui, il y a un effacement de l'histoire, l'histoire en général et l'histoire littéraire. Comme tu dis, voilà, on découvre les autrices dans les années 70 en Afrique. Il y a des autrices qui publient. Je pense que le premier roman est environ dans les années. Je pense que c'est en 1958. Ngonda. Faudrait vérifier la date, mais c'est ça. Donc c'est dans les années 50-60. Mais bon, ce livre-là, il n'est pas lu véritablement. Et en fait, il y a toute une génération d'autrices qui arrivent beaucoup plus dans les années 70. Et même si les œuvres existent, elles ne sont pas étudiées avant les années 90, 2000. Donc bon, il y a cette invisibilisation institutionnelle. Et il y a une théoricienne, Irène Aciba d'Almeida, qui explique que voilà l'écriture des femmes africaines francophones se place sous l'égide d'une sortie du silence. Donc voilà, elle reprend le terme de Beyala. Beyala dit dans Tu t'appelleras Tanga, voilà, il faut tuer le vide du silence. Et c'est ça, c'est exactement l'enjeu de ces littératures-là, ou du moins ces œuvres-là, parce que je veux pas faire des généralités, c'est de tuer le vide du silence. Donc on tue le vide du silence en se racontant. Bien sûr. Donc d'un caractère pré-narratif des histoires, on passe à une transmission intersubjective des histoires individuelles et du contenu de ces histoires-là. Donc c'est ce que j'ai analysé dans mon premier chapitre. Ensuite, les femmes vont raconter en général. Après s'être racontées, elles vont raconter. Donc la parole va circuler de l'une à l'autre au niveau horizontal et intersubjectif, et ensuite au niveau intergénérationnel et vertical. Et la parole circule et va permettre la transmission des vécus en fait de la famille immédiate cette fois, des récits internes à la communauté, des récits collectifs, donc tout ce qui est mythe, légende, folklore, etc. Et tout ça en fait, ça permet d'articuler un triple niveau de filiation, qui est donc matrilinéaire, c'est-à-dire du côté féminin, familiale, communautaire, et élective au sens d'une filiation qui est choisie. Donc ça, c'est ce que j'analyse dans mon deuxième chapitre. Et dans le troisième, c'est donc les femmes se souviennent. Donc on part de l'individu, on passe par la communauté qui est comme la communauté restreinte de la famille, qui est l'interface entre soi et les autres, et on arrive à la collectivité qui est donc la collectivité historique finalement. La communauté Bassa chez Emily Boom, parce qu'elle parle, donc elle raconte l'histoire d'un village traditionnel Bassa au début du XXe siècle, donc dans un moment où cet endroit, en tout cas, n'a pas encore été touché par la main du colonisateur. Donc c'est un mode de vie très traditionnel.
et chez Gisèle Pineau, donc c'est tout le cadre historique. Et donc bref, c'est ça, ces femmes en viennent à faire devoir de mémoire. Elles racontent une histoire qui est quand même douloureuse. Bien sûr, surtout dans le cas de Gisèle Pineau, il y a 4 siècles d'histoire qui y passent, 4 siècles d'histoire qui y passent. Donc esclavage, colonisation, les guerres au XXe siècle, les en temps serein, etc. Toutes ces périodes en fait aux Antilles, de la vie aux Antilles et en métropole, dans l'Hexagone, pardon. Et donc c'est ça en fait l'enjeu, c'est finalement on part des vécus de femmes, mais c'est aussi qu'on vient documenter quelque chose qui déborde ces femmes en particulier là. Donc tout simplement les histoires de sujets marginalisés qui méritent d'être racontées, quoi. Des histoires des vécus qui sont pas documentés, pas suffisamment, et qu'il faut faire entrer en littérature. Donc ceux des ancêtres, que ce soit Julia Angélique dans Les 4 femmes ou Sarah première épouse dans le clan des femmes. Enfin bon, bref. Voilà, on est parti loin, mais c'est ça. Il y a un passage. C'est super intéressant, surtout parce que finalement, on sait que la narration, alors du moins on l'affirme, puisque c'est un peu ce dont on est en train de débattre depuis tout à l'heure, c'est que finalement la narration est un outil de transmission. Et quand tu dis que briser le silence, détruire le silence, c'est intéressant puisque que ce soit dans notre contexte, en tant que finalement on est 2 femmes guadeloupéennes, j'ai envie de dire burkinabé, allemande, guadeloupéenne. Non, on va simplifier. On va dire guadeloupéenne du coup. On va malheureusement schématiser à la Guadeloupe, mais c'est vrai que dans notre contexte, en fait, on se rend compte véritablement que la narration est l'outil de transmission par excellence. Nous n'avons pas vécu avec des archives détaillées de la vie de nos familles. Essayez même de savoir d'où nous venons, c'est-à-dire que finalement, il existe, et encore une fois, ma mémoire me fait défaut malheureusement, mais on peut retrouver en fait nos ancêtres libérés, c'est-à-dire que moi j'ai pu retrouver mon ancêtre esclave qui a été libéré, qui avait 53 ans à l'époque et qui avait trois enfants. Donc j'ai pu retrouver la première Marival de la Guadeloupe, si j'ai envie de dire, mais à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre en fait? Et qu'est-ce que cette femme a pu, à part ce petit registre qui est finalement, je n'ai rien d'autre en fait. Je n'ai pas l'histoire de ma famille, je n'ai pas l'histoire de la filiation. Et puis finalement, le conte est arrivé, l'histoire est arrivée. Non pas ils ont été récents, ils sont venus après l'abolition de l'esclavage, mais cette fois ils ont finalement raconté quelque chose d'autre. Ils ont raconté le début, le commencement d'un peuple. Et surtout dans notre contexte guadeloupéen, pouvoir raconter nos histoires, c'est finalement mettre en lumière notre histoire avec un grand H. C'est-à-dire que ce soit en tant que femme, on est encore une fois à l'intersection des discriminations. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a eu de l'intersectionnalité avec finalement Tanga et Anne-Claude, je crois. Anna-Claude, voilà. Et il y a eu finalement on était au chemin de l'intersectionnalité. L'expérience d'une femme noire opprimée, discriminée a été entendue et écoutée par une femme blanche, ce qui est malheureusement pas forcément le cas. Qui elle-même a vécu ses propres souffrances. Bien sûr, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement le vécu de la souffrance féminine dans ce texte-là, il transcende à proprement parler la couleur de peau, mais bon, en tout cas on se comprend, mais effectivement il y a on est cette intersection finalement, et de voir que en lisant, enfin je pense qu'il est quasiment impossible de lire une œuvre de Gisèle Pineau sans se sentir personnellement concerné. Et que ce soit Maryse Condé, personnellement je suis une très grande fan de Maryse Condé, et comme je l'ai dit précédemment de Moi Tituba la sorcière, j'ai eu beaucoup de réponses à des questions et je me suis rendu compte à quel point en fait le silence était très opaque chez les femmes, notamment chez les femmes antillaises, parce qu'on est encore sur les reliques en fait c'est toujours présent, je voudrais dire les reliques mais c'est beaucoup trop tôt, de la femme potomitan, de la femme d'Ubud,
de en fait tous ces stéréotypes qui font que la femme n'a pas à ouvrir sa bouche et plutôt se taire, endurer. Et avec ces écrivaines, ces autrices, elles brisent quelque chose aussi. Elles brisent aussi la position de la femme dans nos sociétés, qui est en fait une femme qui ressent et qui en fait est blessée et qui se heurte en fait à des souffrances transmises, puisqu'en effet nous savons que les traumatismes non guéris sont transmis de génération en génération. Donc on arrive en fait à l'âge adulte en comprenant que nous avons tout un bagage de souffrances et de traumas laissés par les femmes de nos familles, laissés par les femmes de génération et de génération avant nous. Et c'est assez triste de se dire que les moyens comme la narration, finalement, nous sont encore peu accessibles, et puis surtout dans le conte. On narre des histoires, mais on narre des histoires pour que les personnes qui nous entendent, en fait, nous écoutent. Et très souvent, il peut y avoir le côté que pourquoi écouter ma grand-mère qui raconte ces histoires de femmes, ou ça ne m'intéresse pas, ce sont des histoires de femmes. Et j'ai comme l'impression que à ces commentaires, les femmes se sont elles-mêmes émancipées pour créer des espaces d'échange et d'écoute. Et finalement, dans la geôle avec Gisèle Pineau, elles sont, même si en effet il y a des esclaves qui le rejoignent du fait de la lecture, c'est dû à la lecture, voilà, à voix haute, voilà, finalement des esclaves affranchis qu'ils apparaissent dans la geôle, mais ce sont des femmes. Elles créent des espaces où elles peuvent communiquer, où en fait elles peuvent échanger. Et j'ai comme l'impression que finalement, quand elles disent détruire aussi le silence, vient avec cette destruction leur émancipation. Comme je suis un sujet qui mérite d'être étudié, qui mérite d'être entendu et d'être surtout écouté et transmis par la suite. Exact. Et d'ailleurs, c'est un peu de ça que je pars dans le mémoire. C'est Gisèle Pineau qui, encore, mais de toute façon, j'y reviens toujours. Gisèle Pineau, si un jour tu écoutes cet épisode, sache que je suis ta plus grande fan. Non, c'est vraiment formidable, toutes ses œuvres, tout son travail. Et elle écrit dans un texte qui s'appelle, d'ailleurs, dans un ouvrage dirigé par Maryse Condé, qui s'appelle Penser la créolité. Gisèle Pineau écrit un texte qui s'appelle Écrire en tant que noire. Et dans ce texte, elle dit que écrire l'histoire de ces femmes blessées par les hommes, trompées, violées, debout malgré tout, en gros, c'est nécessaire. Ces femmes existent. Et c'est par le fait que ces femmes existent, ce sont des sujets, mais simplement elles ont été trop longtemps érigées en objet du discours, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue masculin, d'un point de vue blanc aussi, voilà. Donc ces femmes existent, et par le fait qu'elles existent, leur vécu mérite d'être raconté encore et encore et encore et toujours. Et ça rejoint ce que Ricoeur aussi dit sur le fait que voilà, la narration, finalement, la narration est centrale au processus de devenir sujet, et on vit en fait notre quotidien. Dans notre quotidien, si tu veux, on narre, on se raconte, on se narre, on narre des choses, on raconte. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de narrer, on parle, on raconte des choses, et c'est ce qui permet de faire sens dans nos réalités, dans nos vécus, qu'ils soient douloureux ou non, mais en particulier, parce que c'est ça que Ricoeur souligne, en particulier l'histoire de la souffrance mérite d'être racontée, et on raconte des histoires parce que les vies humaines le méritent, parce que l'histoire de la souffrance, il dit même qu'elle crie vengeance et appelle récit. Donc c'est pas anodin là, c'est CQFD, nous sommes des êtres vivants, nous devons raconter nos histoires. Lorsque nous souffrons, nous avons encore plus besoin de raconter notre histoire. C'est très simplifié, mais c'est comme ça que ça apparaît, et c'est lié au processus justement de devenir sujet. Et donc dans le cas présent, en fait, dans ces œuvres, en tout cas, la narration est ce qui permet la transmission intergénérationnelle. Et pourquoi? Parce que donc la transmission intergénérationnelle, pour clarifier un peu, c'est la transmission par les aînés, souvent, qu'ils soient hommes ou femmes, des valeurs d'une communauté, des récits internes, des préceptes moraux, des adages, des proverbes, des histoires qui sont individuelles ou collectives,
Et la plupart du temps, cette transmission, elle s'exerce sur dans un rapport hiérarchique, sur un axe vertical, donc des aînés aux descendants. Mais elle peut également s'exercer à l'inverse. Nous pouvons apprendre des choses à nos aînés. C'est ça. Et je pense que dans le cas de notre génération, ça se concrétise encore plus parce que on a c'est-à-dire mettons les mouvements féministes, les mouvements antiracistes ont énormément évolué. On n'est plus au même stade que ont pu l'être nos parents, nos ancêtres, même quand ces mouvements ont débuté. On a fait du chemin et donc il y a quelque chose qui se perd quand on se parle pas entre les générations parce que voilà, on finit par ne plus se comprendre. Voilà, les personnes âgées vont se dire bon bah ça c'est je comprends pas la nouvelle génération et nous-mêmes on a de la difficulté à reconnaître certains héritages, etc. Donc c'est une transmission qui peut s'exercer dans les deux sens, mais qui traditionnellement s'exerce des plus âgés aux plus jeunes. Et donc elle est d'ordre épistémique au sens des savoirs généraux qui vont être tirés qui vont être acquis par les aînés et tirés de leur propre expérience, donc des savoirs vraiment généraux. Voilà, il ne faut pas faire ça, ne fais pas ci. Enfin, je sais pas si j'ai besoin d'épiloguer davantage là-dessus, mais c'est ça, c'est des savoirs assez généraux sur la vie. Voilà. Ensuite, il y a une transmission qui est d'ordre culturel aussi, donc tous les récits dont je parlais, les mythes, les croyances, les contes, les légendes, etc. Et c'est une transmission historique aussi, en tout cas dans le cadre, surtout dans le roman de Gisèle Pineau. Donc en fait, les femmes âgées dans ces œuvres-là, et ça revient énormément souvent. C'est même dans les œuvres d'auteurs masculins, les personnages, enfin les aînés ont une place prépondérante dans les sociétés antillaises, dans les sociétés africaines aussi. C'est sûrement, oui, c'est le cas dans d'autres sociétés du monde, mais je pense que ça a un impact différent. En tout cas, ça structure beaucoup moins les relations qu'aux Antilles. Hein. C'est vrai. Les anciens là, c'est bon, on les met sur un piédestal et pas pour rien. Vrai. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont chargées, qui sont dépositaires en fait d'éléments et qu'elles font passer aux générations suivantes. Elles les outillent pour vivre en fait, pour cheminer en société. Et donc au-delà même, donc comme je disais, la narration est un outil de la transmission intergénérationnelle. Parce que voilà, comme je disais, la narration est un outil premier dans nos vies. Nous narrons au quotidien. Et en fait, dans les œuvres en question, elle est le support et le médium de la transmission intergénérationnelle parce qu'elle va permettre à la parole de circuler entre les femmes et en l'occurrence entre les générations. C'est vraiment le dispositif narratif particulier. Donc, Gisèle Pineau emploie l'anaphore du souvenir. Elle dit voilà, Gisèle se souvient, Julia se souvient, Angélique se souvient, etc. Et c'est ce qui permet notamment de faire passer la focalisation d'un personnage à l'autre et d'entendre cette pluralité des récits. Parce que sinon, on est dans un récit monolithique. Et donc, c'est ça, pour synthétiser tout ça, parce que voilà, je pourrais encore en parler des heures. Non, c'est vrai. Et c'est en plus, c'est malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode. Et en effet, je voudrais pouvoir en discuter beaucoup plus longtemps. Mais j'aurais une dernière question. Donc, du moins, peut-être... si on peut l'appeler une question, on sait finalement que la narration est un outil de transmission et que c'est un outil primordial, surtout dans nos sociétés antillaises, en fait finalement dans les anciennes sociétés esclavagistes. J'aurais envie de dire anciennement coloniales, mais voilà, on n'y est pas encore. Finalement, quel serait dans notre contexte de post-esclavagiste, quelle serait en fait, ou quelle est la mission de la narration? Alors, selon toi? Il y en a beaucoup, mais en fait, je vais me baser sur ce que d'autres ont dit avant moi. Donc, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Ralph Ludwig, qui ont écrit un livre qui s'appelle Écrire la parole de nuit. Et donc, ils expliquent en fait que dans un contexte, le contexte particulier des Antilles où l'origine est floue, c'est-à-dire que voilà, on a des sujets qui sont arrachés aux terres africaines et qui sont déportés puis réimplantés de force dans d'autres lieux, avec tout ce qu'on sait derrière, avec tous les abus qu'il y a derrière, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en détail ce qui s'est passé durant l'esclavage et la traite. Mais voilà, donc on a un arrachement à des terres natales et on prive les gens d'origine. Notamment, d'ailleurs, tu parlais du fait que tu avais retrouvé ton ancêtre, mais les noms se perdent
Les Oui. esclaves sont dépossédés les personnes réduites en esclavage sont dépossédées de leur nom. Et à l'abolition, lorsque ces personnes ou les générations d'après sont affranchies, on leur donne des noms inventés de toutes pièces. Et ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris. En fait, je l'ai appris dans mes recherches. Et ça a fait du sens effectivement parce que oui, il y a des noms qui sont particuliers aux Antilles, mais c'est ça, on leur crée des noms de toutes pièces pour les ridiculiser. Donc le nom, le patronyme, c'est ce qui fait que c'est notre filiation, c'est notre patrimoine génétique et symbolique. Et donc voilà, donc on a un contexte où l'origine est floue et finalement la narration à l'oral va venir fonder en quelque sorte l'identité de ces sociétés nouvelles qui ont été créées à partir du chaos. Donc ça, c'est ce que Glissant dit, hein, toute sa théorie du chaos, du tout le monde. En tout cas, c'est complexe, mais c'est ça. Donc je vais citer un petit extrait du livre dont je parlais, Écrire la parole de nuit. Ralph Ludwig écrit que la mémoire culturelle orale des Antilles est d'une richesse inouïe. C'est l'univers du conte, de l'oraliture, de l'histoire vécue transmise aux enfants par la seule parole et qui a touché le peuple antillais. C'est-à-dire l'histoire des cyclones, des éruptions volcaniques, de la révolution des esclaves, etc. Cette mémoire orale est d'autant plus essentielle que les Antilles ne possèdent pas ce qu'Édouard Glissant appelle un mythe fondateur. En effet, le peuple antillais, en quête d'identité, ne peut s'appuyer sur le mythe d'une lointaine prise de possession de terre, comme par exemple le peuple d'Israël ou comme certains peuples africains sur celui d'ancêtres royaux. La traite des esclaves, qui a donné naissance à la société antillaise, a non seulement arraché des Africains à leur terre natale, mais elle a détruit en même temps leurs attaches culturelles. Cette mémoire orale qui naît aux Antilles à partir du XVIIe siècle d'un fond de débris culturels éparpillés, puis rassemblés en mosaïque par l'expérience d'une réalité nouvelle, est donc fondamentale pour l'identité du peuple antillais. Donc, en quelques phrases de conclusion, la narration aux Antilles, c'est ce qui fait acte de mémoire, ça permet un devoir de mémoire. Elle permet de rappeler les traditions de l'histoire et d'articuler une identité spécifiquement antillaise, créole, guadeloupéenne, martiniquaise. Ce qui est le cas un peu partout, mais dans un contexte comme celui des Antilles, c'est d'autant plus nécessaire parce qu'il y a un rapport encore aujourd'hui de domination et d'exploitation avec le pays colonisateur. Je vais le dire clairement. Dans ce contexte-là, en fait, il y a une nécessité d'affirmer et de réaffirmer constamment les identités et la culture locale. Ouais. C'est vraiment un jeu de pouvoir constant. Donc c'est ça. C'est de là vient aussi de toute l'importance des contes qui ont bercé notre enfance à tous, je pense, toutes. À l'école, voilà, on nous racontait des contes, on se rassemble autour du conteur qui nous raconte voilà l'histoire qu'on perd la tout ça, etc. Aussi moi c'est pas quelque chose que j'ai vécu parce que je n'ai pas de grand-mère ou de grand-père guadeloupéen, mais voilà, c'est quelque chose qui est présent. On se rassemble autour de grand-père, grand-mère et on écoute ces histoires. Donc c'est là aussi, je pense que ton hypothèse dans ton article se vérifie. Donc tu parlais des esprits comme allégorie de nos traumatismes, et finalement les esprits sont issus de récits qui permettent de faire du sens dans un vécu qui est douloureux à la base, du moins. Et sans pour autant être dans le misérabilisme, mais simplement voilà, ces récits traditionnels occupent une telle place parce qu'ils viennent symboliser quelque chose aussi et ils sont chargés d'histoire. Donc voilà, dans notre contexte, la narration aurait pour mission, en tout cas c'est ce que je pense, qu'elle soit orale ou écrite, de faire exister et de diffuser des vécus qui sont minorés. Donc ça vient un peu crier à la face du monde, voilà, on existe, on s'affirme. En tant que femme, en tant que Guadeloupéen, Guadeloupéenne, en tant qu'Antillais, Antillaise, on existe, on est là, on s'affirme et ça permet de devenir sujet d'un discours qui est cette fois de l'intérieur, qui est un discours par et pour aussi, et ne plus simplement en fait objet d'un discours extérieur qui vient aliéner et qui vient ostraciser. Donc c'est lié à un processus identitaire de devenir sujet et qui est en fait collectif aussi dans le contexte entier, quoi. C'est individuel, collectif. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon voilà, on peut encore parler 40 ans. C'était vraiment très beau, surtout de devenir en fait sujet. On devienne sujet de notre propre identité par et pour. Je pense que c'est quelque chose qui nous a été en effet
renié pendant très longtemps, mais qui nous a été négationné et qui continue de l'être finalement, puisque lorsqu'on revendique notre guadeloupéanité, on nous rétorque que nous sommes français. Lorsque finalement on revendique notre créolité, on nous répète à nouveau que nous sommes français, et finalement la narration vient apporter des moyens nous permettant d'une part de survivre et de construire notre identité. Et voilà, la conversation pourrait vraiment continuer à nouveau, et ça me donne envie, et ça va sûrement continuer, puisque c'est tout le cadre de la thématique de cette nouvelle édition du podcast, finalement la transmission. Mais la transmission, en fait, pourquoi ? Pour finalement créer une identité et se la partager. Et je pense que il n'y a rien de pire. Alors, les avis se divergent sur la création du nom ou l'absence de généalogie derrière le patronyme. Les avis divergent à nouveau, mais c'est vrai que la narration a beaucoup plus de sens pour moi que mon nom. Et je pense que c'est malheureusement le cas pour plus de personnes. Ouais. Je peux faire du sens avec les histoires que j'ai entendues, alors que mon nom, il ne fait du sens qu'il y a moins d'un siècle. C'est le cas pour ton côté. De mon côté, je porte un nom qui est le nom le plus répandu au Burkina Faso, et je n'ai pas de contact avec ce côté-là de ma famille. Si on me demande de me définir, je vais dire que je suis guadeloupéenne, que je suis antillaise. Mais je suis pas née, enfin, je suis née là-bas, mais je n'ai pas de sang. Mais c'est ça aussi que pose comme question ces romans, c'est les questions de filiation dépassent les liens du sang, dépassent le patronyme à proprement parler. Ouais. C'est une question d'appartenance, et c'est une question de justement dans quelles histoires on baigne aussi. Et pour ma part, c'est les histoires des Antilles, c'est le vécu que j'ai eu aux Antilles qui fonde le plus mon identité, je pense. Enfin, c'est bon, voilà, ça rejoint des débats vraiment larges, mais effectivement, la question du patronyme, VS, comment nous on choisit de se définir le sentiment d'appartenance, c'est vraiment, il faut distinguer beaucoup de choses là. Je vais te laisser conclure. Je vais juste dire que merci énormément pour cette belle conversation et de m'avoir invitée, Mélissa. Je suis ravie. C'était vraiment, vraiment top. C'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé discuter de ça avec toi. Je voudrais savoir si les personnes en souhaiteraient discuter de ton mémoire qui va bientôt paraître en automne. Il faut vraiment mettre un petit teaser parce que il est très, très intéressant. Mais si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent, et X d'ailleurs, il faudrait que j'inclue beaucoup plus de genre neutre. Mais si les personnes veulent discuter avec toi, on peut te contacter. Bien sûr. Alors pour le mémoire, il s'avère qu'il va paraître dans Archipel, qui est la plateforme de mon université sur laquelle sont publiées les mémoires et thèses, mais ça prend du temps. Le mémoire ne va pas paraître avant l'automne, voire l'hiver prochain, donc ça va être compliqué. Mais oui, si les personnes veulent me contacter, ils peuvent m'ajouter sur Instagram. Généralement, je pense que c'est sur cette plateforme que je suis la plus active. Militante, en tout cas. Enfin bref, donc oui, les personnes peuvent me joindre sur mon Instagram. Moi, ça me faire plaisir de discuter de tout ça. Et oui, c'est pas ton Instagram, c'est Paola Lisa. Donc, ok, ça marche. De toutes les façons, je le mettrai dans la bio de l'épisode. En tout cas, c'était une très très belle discussion. J'en suis vraiment très ravie. Et à nouveau, j'avais vraiment hâte de t'avoir avec moi en fait, pour discuter, notamment de la transmission, de la narration. C'était très intéressant. J'espère que ça a plu à tout le monde. Voilà, encore une fois, merci Mélissa. C'était une belle conversation. Merci de m'avoir lu et d'avoir pris l'initiative de faire cette discussion, parce que à l'oral, c'est toujours plus le fun, ça démystifie un petit peu toute la grosse chose qu'est un mémoire, en fait, et qui est quand même un peu plate des fois. Mais bref, donc merci beaucoup, et aux auditeurs, auditrices, merci aussi d'écouter. Et si vous voulez poursuivre cette discussion, mes DM sont ouverts, et parlons-en. Et allez lire Gisèle Pineau et Emily Boom. Voilà. Merci encore. Salut. Si vous souhaitez écouter Femme Kachayeko, retrouvez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez l'Instagram, notamment Femme Kachayeko.
Si vous souhaitez m'écrire un très long email, sachez que je vous lis, peut-être avec un petit peu plus de temps, mais je vous lis quand même. Et vous pouvez m'écrire à femkachayeko@gmail.com. Et n'hésitez pas à noter Femme Kachayeko sur iTunes. Plus en fait nous aurons d'avis, plus nous serons visibles, ou plus le podcast sera visible. Donc voilà. Et encore une fois, merci Paola. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Salut.